Allez, c'est l'heure de vérité pour la pierre-papier pour parler. On va, alors l'heure, je ne sais pas si on va faire exactement une heure, mais on fera, j'espère, un peu moins. En tout cas, on va rentrer très clairement dans le fond des dossiers. Avec nous, comme à l'accoutumée, notre équipe d'experts immobiliers, dirigeants des principales sociétés de gestion françaises. Philippe Depoux de La Française REM. Philippe, bonjour. Bonjour. À côté de vous, Marc Bertrand, directeur général d'Amundi Immobilier. Marc, bonjour. Bonjour Jean-François. Ça, c'est de l'autre côté de la table qui n'a pas de cravate et du côté de la table qui a une cravate. Nous retrouvons Grégory Frappé, le président du directoire de Primonial REM France. Bonjour. Et à côté de lui, Éric Cosra, le président du groupe Perial. Bonjour Jean-François. Allez, on commence, si vous le voulez bien, par là où on s'était quitté la fois précédente. Vous pouvez d'ailleurs regarder l'émission en replay sur Et Plus Encore et sur YouTube. On avait, à la fin de l'émission précédente, parlé des différences en faisant la comparaison entre les sociétés civiles et les SCPI en termes de performance. Et j'avais donné une conclusion qui était de dire, concernant l'évolution du marché immobilier, a priori, ce seront les sociétés civiles qui seront les plus réactives au mouvement des marchés. On va donc commencer, si vous le voulez bien, par un petit tour de table pour savoir ce qui s'est passé en ce début d'année sur vos sociétés civiles. Et je commence avec vous, Grégory Frappé. Il y a dans l'offre de Primonial REM 2 sociétés civiles. Une qui est principalement investie en bureau, c'est Capimo. Une qui est désormais dédiée à la santé, c'est Cap Santé. Début d'année, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors écoutez, vous avez raison de dire, chez Primonial REM, on a souhaité une gamme d'unités de compte. La performance de cette gamme, c'est à la fois l'évolution des valeurs en capital et le rendement généré par les investissements qui sont capitalisés. Alors Capimo, c'est pas simplement une SC de bureau, c'est une SC généraliste qui va essayer de chercher quels sont les trends de long terme. Elle a été créée en 2011. Depuis 2011, elle a généré près de 100% de performance, c'est-à-dire que sa valeur liquidative a augmenté de 100%. Elle a démarré l'année en devant absorber le mark-to-market de ses sous-jacents. Donc, les taux ont décompressé de 300 points de base et la valeur de notre UC a corrigé de 1,82% à date. On attend les campagnes d'expertise du mois de juin et du mois de septembre. Et ensuite, on va voir les moteurs de la performance de l'immobilier et on pense que sur longue période, on va recommencer à constituer une performance par année civile de l'ordre de 4%. Donc, on a un produit de fonds de portefeuille, près de 7 milliards d'euros, avec 5% de liquidité à l'intérieur du fonds. Et puis, l'absorption de ce choc de marché est maintenant les moteurs de la performance. À côté de ça, on a voulu compléter par Cap Santé. Alors là, c'est les méga trends que l'on identifie sur l'immobilier de santé. C'est une SCI nouvelle, plus spécialisée, complémentaire de Capimo, mais pour lesquelles elle investit à un bon moment du cycle. Elle a collecté plus de 600 millions d'euros depuis le début de l'année. On va les orienter sur un deal dont on aura peut-être l'occasion de parler, avec là une performance absolue qui sera très supérieure à celle des produits de taux et très compétitive. Et ma petite conclusion, ça sera de dire, moi j'ai du mal à commenter la performance semaine après semaine. Nous, on essaye de traduire nos convictions sur des durées de détention de 8 ans. Et sur des durées de détention de 8 ans, on est, on l'espère, surperformant pour une exposition immobilière. Ok, parfait. En tout cas, sur le court terme et donc sur une logique de mark-to-market, on commence à avoir des pressions sur les prix. Marc Bertrand, je me tourne vers vous. La SC chez Amundi Immobilier, c'est Tangram. Tangram, oui. Donc, on est à peu près sur le même territoire de performance légèrement négatif depuis le début de l'année. Quelque chose sur lequel Grégory a souligné, mais qui est passé probablement un petit peu vite. Le début d'année, notamment quand il y a un peu de décalage de valeur, il est toujours un peu cruel parce que, en fait, la performance, le coupon, n'a pas le temps de tamponner ces écarts de valeur. Donc, la performance en tout début d'année, elle est composée principalement de la variation de valeur et elle n'est pas encore amortie par l'effet loyer. Voilà. Donc, mais on est sur le même terrain. Nous, pour ce qui nous concerne, c'est un fonds qui est plus un fonds, on va dire, d'allocation immobilière qui vise une grande diversification des placements dans la durée. Philippe Depoux, à La Française, on avait parlé la création de la mère des mères, la première SC, c'était chez vous, Multimo. Ça donne quoi ?
Alors, ça donne jusqu'à présent des résultats positifs, mais c'est un peu particulier puisque l'ensemble la plupart de nos véhicules SC sont en valeur de retrait. Et donc, à l'intérieur de ces véhicules-là, il y a finalement assez peu d'immeubles en direct, mais beaucoup de parts des meilleurs SCPI de la place. Et donc, l'évaluation est liée évidemment à la valorisation des SCPI. On y reviendra un petit peu plus tard. Et donc on est plutôt protégé de ce côté-là. Là, ça c'est pour Multimo et Multimo Durable qui sont des multigestions. Et après, on a cette spécialité aussi d'avoir quelques SC dédiés à des assureurs avec lesquels on travaille, je dirais véhicule par véhicule. Mais globalement, plutôt bonne résilience jusqu'à présent. Après, on va regarder effectivement les évaluations à mi-année et la deuxième partie de l'année. Ok, tout ça, je peux me permettre pour justement, on a tous toujours tendance à se dire que quand on a un chiffre, une vérité, je dis toujours que c'est faux et que quand on a un chiffre, il faut savoir ce qui se cache. Moi, je retiens techniquement 2 choses pour l'instant de ce que vous venez de me dire d'un point de vue pédagogique pour les conseillers en gestion de patrimoine. La première chose, c'est que la performance d'une SC qui investit en direct a un effet différent selon la prise en compte du coupon, selon le premier trimestre et selon l'année entière, ce qui est effectivement tout à fait compréhensible. Et la deuxième chose que je retiens, Philippe, dans ce que vous venez de dire, c'est qu'il ne faut pas forcément tout à fait comparer les SC qui sont investis en direct, avec des expertises en direct, et des SC qui font de la multigestion, qui sont investis dans des SCPI, qui ont donc, en termes de valorisation, des règles qui sont un peu différentes. Eric Kosra, je me tourne vers vous. Chez Perial, c'est Perial au carbone. Résultat depuis le début de l'année? Alors, on est en territoire positif depuis le début de l'année. On a connu effectivement avec le 31 décembre, l'effet coupon dont parlait Marc. Nous, on est encore une SCI assez confidentielle, mais à fort potentiel. Nous sommes exclusivement investis dans des actifs immobiliers. Donc, nous n'avons pas de type de participation ou de SCPI. Et nous avons récemment investi donc à Bruxelles et à Bordeaux, donc cette année, puisque nous avons une stratégie bas carbone sur nos actifs. D'accord. Et vous avez beaucoup de cash? On a du cash. Donc en termes là encore d'évaluation, ça impacte les choses. Ok, ça c'était le premier tour de piste pour rebondir sur ce qu'on avait dit lors de l'émission précédente. On va donc maintenant rentrer dans l'état du marché immobilier. Allez, je commence avec vous, Philippe, parce que si je fais référence à la dernière émission, on avait eu un débat sur la saisonnalité des transactions et vous nous aviez dit, de toute manière, le début d'année, c'est toujours un peu triste. Il y a le MIPI, mais en général, ça s'améliore. Alors, il a fait très beau, MIPIM, et je pense qu'on a dû un peu s'endormir sur la plage. Non, la vérité, pour être sérieux, effectivement, on se le rappelle tous, on a eu un premier trimestre qui n'était pas bon. Sur 2 terrains, sur le terrain de l'investissement et sur le terrain locatif, les chiffres étaient quand même plutôt en baisse. Juste quand on dit pas bon, on parle de volume ou on parle de prix? Alors là, je parlais volume, je parlais effectivement volume. Les prix, je pense qu'on l'évoquera tout à l'heure. Mais rien que sur les volumes, on avait une baisse généralisée en Europe, plutôt moins, premier trimestre, plutôt moins violente en France que dans d'autres pays, notamment l'Allemagne et l'Angleterre, qui sont les 2 autres très gros marchés de l'Europe. Et sur le locatif, c'était un peu la même chose. En fait, les volumes étaient moins 33% de baisse. Donc là, moins de prise à bail. On n'a pas encore les statistiques officielles du premier semestre. Ce qui ressort, moi, de mes discussions avec le monde des brokers, c'est qu'a priori, on a un marché de l'investissement qui reste encalaminé, qui reste sur des niveaux plutôt bas, et on a un marché locatif qui a plutôt repris, plutôt bon signe, parce que je trouve que je préfère qu'un marché locatif se redresse. Normalement, c'est le prélude au redressement du marché de l'investissement, parce qu'un immeuble vide, évidemment, ça pose des problèmes de valeur. Donc, nous, on constate, en tout cas, sur le marché de l'investissement, on y reviendra, on a une collecte positive. Donc, on a été un investisseur important sur le premier semestre, et il y a beaucoup de produits, il y a peu d'acheteurs, et donc il y a une assez grande place à la discussion sur les prix qui sont clairement en train de s'ajuster. Ok, alors je constate d'un point de vue linguistique l'usage de termes, nous avons mis dans notre synthé léthargique, j'ai noté encalaminé. Eric Kosra, est-ce que vous dites que depuis le début de l'année, ça s'est amélioré ou que c'est pire en termes de marché? Je crois qu'il n'y a pas eu d'évolution significative. On est dans un momentum qui est compliqué,
non pas liées au sous-jacent immobilier ou au marché de l'immobilier, mais à l'impact de l'augmentation des taux d'intérêt. Et tant que nous n'avons pas une stabilisation des taux d'intérêt, il est compliqué d'avoir un marché qui se reprice, c'est-à-dire avec des acquéreurs et des vendeurs qui se mettent d'accord sur un prix en tenant compte des nouveaux taux. Et donc, nous avons un sujet, on a pensé que ça allait s'éclairer après le MIPIM. On voit bien qu'on a encore une augmentation des taux qui va se faire par la BCE avant les vacances. Et toute la question est de savoir est-ce que cela va continuer ou se stabiliser à la rentrée de manière à avoir un environnement financier plus stable sur lequel les acquéreurs et les vendeurs immobiliers pourront faire des affaires. Marc Bertrand, je rebondis sur les deux interventions de Philippe Depoux et de Éric Cosseray pour vous poser la question suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, le sujet de la pierre papier, c'est un sujet immobilier, c'est-à-dire la difficulté de trouver des locataires, de faire vivre les immeubles qu'on a en portefeuille, ou est-ce que c'est un sujet financier qui est lié au niveau des taux d'intérêt ? C'est essentiellement, très majoritairement un sujet financier. C'est-à-dire que c'est bien la hausse des taux qui est en train de se propager à l'immobilier avec l'effet retard, atténué parce qu'il y a des phénomènes d'indexation de loyer, etc. Mais c'est bien ce phénomène-là qui produit son effet sur les prix. Je dirais, dans un prix qui se forme généralement... on va dire par capitalisation d'un revenu, donc c'est un loyer net divisé par un taux de capitalisation, qu'on vient de souligner que le loyer, aujourd'hui, il est stable. Les revenus sont stables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... oui, on a à certains endroits un peu plus de vacances, oui, mais à d'autres endroits, on a de l'indexation, mais au global, tout ça forme une stabilité des revenus. Ce qui bouge, c'est le dénominateur, c'est le taux. Voilà. Et là-dessus, pour prolonger un tout petit peu ce que disait Éric, c'est vrai que comme cette propagation est en cours de l'effet taux dans le marché, ce qui se passe ressemble un petit peu à une apnée de marché, c'est-à-dire que personne ne se positionne parce qu'on ne sait pas exactement quelle est en transition de phase, à quel endroit ça va atterrir exactement. Donc la première chose, c'est quand on a le choix, on reste l'arme au pied, et c'est l'attentisme des investisseurs. Voilà. Donc les volumes se réduisent, et quand on y aura la poussière va retomber un peu, on aura de nouveau des transactions et les références se multiplieront, qui permettra aux experts d'y voir plus clair et aux acheteurs d'avoir des références sur lesquelles s'appuyer. Ok. Alors, marché en apnée, il y en a un qui bouge, qui a annoncé un gros deal. C'est vous, Grégory Frappé, sur le secteur de la santé, avec le rachat d'Icade Santé. On a annoncé l'opération. Elle se fait bientôt ? Alors, elle devrait se finaliser demain. Moi, je partage ce qu'ont dit mes précédents collègues, c'est que l'absence de visibilité sur la trajectoire des taux des banques centrales crée une difficulté pour les investisseurs de savoir quelle doit être la rémunération des risques spécifiques de l'immobilier. Et ça se cristallise spécifiquement sur l'immobilier de bureau, où il y a une absence de transactions véritablement de référence, à l'exception du secteur du luxe dans le QCA. Et je ne voudrais pas que cette absence de transactions fasse dire que la logique de conservation attaque trop significativement la valeur des actifs. Dans ce contexte difficile à lire sur l'immobilier de bureau, nous, on a regardé comment orienter l'épargne et il nous a semblé fondamental de financer les infrastructures de santé pour accompagner le vieillissement, la dépendance et surtout permettre d'aligner la performance financière et extra-financière. Dans nos rêves les plus fous, on cherchait un objet à acquérir et c'est suite à l'échec de l'IPO d'Icade Santé où on a essayé de construire un deal en maintenant une grande partie des actionnaires en place pour reprendre près de 7 milliards d'euros d'immobilier de santé avec la portabilité de la dette en place qui avait été faite dans des conditions assez extraordinaires autour de 1,30%. On a réussi à mobiliser l'ensemble des équipes et on va surtout réinternaliser les compétences de l'équipe d'Icade Santé. C'est près de 40 collaborateurs et notre conviction, c'est qu'on va être sur des niveaux de cash and cash très élevés, autour de 8% avec l'effet de levier, et qu'on aura une résilience de la valeur des cliniques, ce qui nous permet de se dire, on entre à un moment du cycle où on a de la visibilité sur les valeurs et de la visibilité sur les cash flows. Je vous entends, ça veut dire que vous êtes en train de nous dire que vous gardez des actionnaires qui étaient présents,
Donc ça veut dire que vous ne rachetez pas tout. Et je vais poser la question différemment. C'est quels sont les supports qui rachètent? Parce que c'est pas l'entité primoniale. J'imagine que c'est pour le compte de tiers. C'est toujours pour compte de tiers. On va reprendre en gestion 7 milliards d'euros d'actifs. Mais au niveau actionnarial, on ne va assurer que la liquidité d'ICAD dans ICAD Santé, c'est-à-dire en maintenant les 50% d'autres actionnaires qui sont des minoritaires, qui sont des institutionnels, qui sont les grands assureurs de la place. Et ça va aller où? Capimo, Cap Santé, d'après ce que... Alors c'est essentiellement Cap Santé. Capimo également, parce qu'on a besoin de ce nouveau moteur de performance pour redresser la situation, et on voit qu'on a un bon point d'entrée sur ce sous-jacent, et puis également un certain nombre d'investisseurs institutionnels français qui nous font confiance pour nous accompagner à hauteur d'environ 100 millions d'euros dans ce véhicule. Ok, je poursuis justement sur les actualités. Éric Cosra, je me tourne vers vous. J'ai vu une actualité avec le lancement de Perial Investissement et Développement. C'est quoi? Alors, c'est l'autre activité de Perial. Il y a Perial Asset Management qui gère les CPI et OPEPCI et notre SCI Perial Eurocarbone. Nous avons une autre activité qui était une activité de développement. Et donc, nous avons rebaptisé Perial Développement en Perial Investment et Development, puisque nous comptons profiter des opportunités du marché, et Dieu sait s'il en a justement avec un marché baissier, pour pouvoir acheter des immeubles dans de bonnes conditions, soit les rénover en bureaux, soit les transformer en autres usages et créer de la valeur. Nous sommes dans des profils de produits qui sont très différents de la SCPI, qui sont des SCPI, des produits de rendement. Et là, nous allons créer pour des clients institutionnels et de family office des produits de création de valeur, ce qu'on appelle les produits value-add. Et est-ce que c'est une tendance lourde de l'immobilier, justement dans un environnement de remontée des taux d'intérêt, de se dire que le rendement va être peut-être plus concurrencé par d'autres produits et que le value-add est donc un moyen de se distinguer? Pour moi, il n'y a pas d'antagonisme. On a parlé de rendement, on a parlé de la situation locative et des loyers qui se tiennent. On a justement les SCPI dont c'est l'objectif essentiel est de distribuer. On voit qu'il n'y a pas de sujet à l'heure actuelle et que les SCPI résistent très bien. Après ça, vous avez la partie valorisation et il est important aussi que nous puissions profiter des opportunités de marché, c'est-à-dire avec des baisses de valeur d'actifs, notamment lorsqu'ils sont obsolètes, et de pouvoir profiter à la fois du baisse marché, de l'obsolescence des actifs pour pouvoir les restructurer et les revendre dans de bonnes conditions. Ok, allez, on revient justement sur la pierre papier. On va faire un petit tour de table pour parler de la collecte depuis le début de l'année. La SPIM avait publié ses chiffres. On évoquait tout à l'heure les chiffres qu'on n'avait pas encore sur le marché de l'investissement sur le second semestre. Nous n'avons pour l'instant que les chiffres du premier trimestre de la part de la SPIM. 2,4 milliards de collecte nette pour les SCPI. Quelle est la tendance chez vous aujourd'hui? Je commence avec vous, Marc Bertrand. Alors, le premier trimestre, effectivement, était légèrement positif. D'ailleurs, les tout premiers mois. Aujourd'hui, la collecte, là, pour le coup, c'est beaucoup ralenti. Donc, les flux entrants, mais dans une collecte dans la collecte en général, il faut regarder deux choses, c'est les flux entrants et les flux sortants. Ce qui caractérise le marché, c'est que les flux entrants sont de plus en plus faibles. Parce que, bien entendu, il y a des produits d'épargne aujourd'hui qui ont des taux attractifs, une fiscalité, etc. Enfin bref. Et puis on va le dire aussi ouvertement, il y a de la part des banques, une volonté assez nette de garder l'argent dans leur bilan. Oui. Donc et ça crée des produits d'épargne de bilan qui sont très compétitifs. Donc, mais donc les flux entrants, au jour d'aujourd'hui, se sont quasiment taris. Les flux sortants sont à des niveaux très faibles. Les particuliers conservent le produit, notamment quand ils ont fait des montages à crédit avec un taux d'endettement autour de 1%. Le revenu étant là, l'effet de levier, il est toujours là. Ok. Grégory Frappé, la collecte? Très bon premier trimestre. Je vois en revanche une collecte qui choisit ses produits. Donc nous, on a toujours eu des produits thématiques. Toujours un engouement assez fort sur l'immobilier de santé. Sur nos autres classes d'actifs alternatives, l'hospitality et le résidentiel, on voit également des produits qui s'installent. Mais en revanche, sur le commerce et le bureau, on voit moins de flux entrants en termes de collecte.
Après, je souscris complètement à ce qu'a dit Marc sur le fait que les gens qui sont en stock, au final, sont assez satisfaits de leur rendement. On a des particuliers qui sortent pas plus que davantage, quelques demandes d'institutionnels ponctuelles pour sortir de certains produits, pour aller eux-mêmes chercher de la liquidité, et puis des enjeux de gérer finalement cette congruence entre les flux entrants et les flux sortants. Philippe Depoux, la Française? Alors, pas très loin de mes petits camarades. En fait, on a été au premier trimestre sur les chiffres SPIM, moins 10%. C'était à peu près ça par rapport à l'année dernière. Je rappelle quand même, l'année dernière était une année record. Hein. C'est pas pour se cacher derrière son petit doigt. Donc là, à mi-année, j'ai regardé un peu les chiffres là avant d'arriver. En fait, on va dire, pour faire à peu près simple, on est à 80% en collecte SCPI de notre chiffre de l'année dernière. Encore une fois, l'année dernière étant une année record, le système tient, comme le disaient Marc et Grégory, les particuliers ne sortent pas. Les particuliers sont même toujours là. Quand on regarde la structure de la collecte, les particuliers sont là. Nous, on a un système un peu particulier à la française, c'est qu'on a le moteur du groupe Crédit Mutuel, qui est un moteur qui n'était pas un moteur extraordinairement puissant dans notre collecte. On n'en avait pas forcément très besoin. Aujourd'hui, ce moteur, il est bien là. Et le groupe Crédit Mutuel est en train de développer la partie, je dirais, donc captive, si je peux dire, de notre collecte. Ça, c'est très, très important. Et puis, voilà, et on a, sur les thématiques, comme disait Grégory, clairement, nous, on a notamment, enfin, on a 3 thématiques qui marchent plutôt bien en SCPI. C'est la santé, parce qu'on a un véhicule alors beaucoup moins important que celui de Grégory, mais qui est en forte collecte. SCPI lancé il y a 1 an, on est à plus de 130 millions de collecte, et ça continue et ça monte. Donc on achète beaucoup sur ce véhicule-là. Les véhicules, le light industrial, les locaux d'activité, c'est un marché qui fonctionne bien. On collecte beaucoup et on investit dessus. Et l'Europe, alors l'Europe en jonglant entre les différents cycles des différents pays, et notamment l'Angleterre, qui est probablement le bon moment pour aller y acheter. Donc voilà, globalement, cette situation-là, et effectivement, je crois que on a effectivement de la décollecte sur notamment de la part des assureurs, pour les raisons qui étaient évoquées, sur des sujets de leurs propres produits bilanciels, la concurrence. Mais donc pour l'instant, voilà, on est sur ces chiffres-là. Ok. Si je vous pose la question de la collecte, c'est en fait pour arriver sur le sujet qui intéresse tout le monde, c'est le sujet de la liquidité. Alors, si on est en assurance vie, c'est à l'assureur de le faire. Mais si on est en revanche en dehors de l'assurance vie, à la base, de toute manière, le produit n'est pas structuré pour être liquide. Aujourd'hui, quelles sont les règles qui existent pour assurer la liquidité? Et je vais commencer plutôt que de faire de la théorie, par commencer avec vous, Grégory Frappé, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, des SCPI spécialisées. Vous en avez notamment une sur le commerce, et on sait que le commerce a été une classe d'actifs qui a particulièrement souffert au moment de la crise du Covid, puisque les magasins étaient fermés et tout le monde se posait des questions, et tous les investisseurs qui étaient dans le commerce se disaient est-ce que je dois garder, est-ce que je dois sortir, etc. Comment on gère ce genre de situation, et comment vous l'avez géré à l'époque? Déjà, effectivement, dire que le commerce a été très largement attaqué ces dernières années par l'émergence de nouveaux modes de distribution, par la crise des gilets jaunes, par la crise sanitaire. Plus récemment, et j'adresse toute mon amitié aux commerçants s'ils nous écoutent, par les émeutes qui secouent la société ces derniers jours. La première façon de gérer la liquidité, c'est de gérer les actifs. Et de gérer les actifs pour essayer de faire en sorte d'avoir le rendement qui soit proche des attentes des investisseurs. On est d'accord que ça, c'est du long terme, du moyen long terme. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est très important pour que les investisseurs aient envie de rester sur le long terme, c'est de s'approcher de la performance cible. On était à 4,50 au moment du lancement du fonds avant tous ces sujets. On est autour de 3,85, donc peu ou prou, on voit quand même que la sélection des actifs en pied d'immeuble sur des très beaux retail parks a tenu. Le deuxième sujet, c'est que le produit SCPI, c'est un produit dont la liquidité est extrinsèque.
comme un appartement ou comme un investissement locatif. C'est-à-dire, il faut un souscripteur pour assurer la liquidité du sortant. On a vu à l'évidence que les flux entrants étaient moins importants compte tenu de la situation spécifique du commerce. Après, une fois qu'on a dit ça, la SCPI, c'est un produit très sophistiqué sur les mécanismes de gestion de la liquidité et on a toute une gamme de solutions pour parvenir à la liquidité. La première chose que nous avons fait sur Patrimo Commerce, c'est de mettre en place un fonds de remboursement. Nous avons vendu des bons actifs, doté un fonds de remboursement à partir duquel les gens qui sont dans des situations de besoin de liquidité peuvent l'actionner. En revanche, la liquidité, c'est pas la garantie du prix, c'est-à-dire elle ne peut pas s'exercer à la valeur de retrait pour que ce ne soit pas incitatif. Donc on est globalement à 15% de moins que la valeur de retrait. Si jamais le carnet d'ordre devait continuer à être très long, il y a d'autres mécanismes, dont le cas échéant, le fait de dire que la liquidité, ça sera en plus du variable qui peut continuer à vivre, le fait de dire on va faire une bourse d'échange des prix et c'est le marché qui dira comment s'exerce la liquidité. Ma conclusion, c'est de dire il faut bien avoir conscience qu'on rentre sur un produit immobilier, qu'il y a des mécanismes de liquidité, mais que par nature, c'est un investissement de long terme et moins liquide que des produits de taux. Marc Bertrand, la liquidité sur les SCPI? En général non, pour l'instant, on a une liquidité qui pendant très très longtemps, effectivement, Grégory le disait, on l'oubliait tous parce que ça se faisait globalement en quelques semaines, c'est-à-dire à la fin de chaque mois. Aujourd'hui, on est dans une situation où nous, sur une SCPI, la file d'attente est plutôt de l'ordre de 5 mois, et sur les autres, c'est plutôt on est rendu à 2 mois et ça oscille. Voilà. Bon, voilà. Mais alors maintenant sur pour reformuler, peut-être pour élargir un tout petit peu ce que disait Grégory, on va avoir des mécanismes ajuster le prix. Parce que quand il y a une baisse des prix, c'est le premier mécanisme, avoir un ajustement de prix. Le deuxième mécanisme, c'est effectivement les fonds de remboursement, mais il y a un prix à la liquidité. Un fonds de remboursement s'alimente soit par ponction sur les résultats, je pense que c'est pas la bonne méthode. Par contre, c'est plutôt par cession d'actifs, mais il faut protéger et maintenir l'égalité des porteurs, c'est-à-dire qu'il va y avoir un prix à la liquidité si on est obligé de mobiliser les actifs. Et le troisième, le troisième grand mécanisme, c'est de pouvoir suspendre la variabilité du capital et d'assurer une liquidité pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Et ça. Donc ça, c'est revenir au fonctionnement, grosso modo, qui existait sur les SCPI à capital fixe, c'est-à-dire où il y a ce qu'on appelle un carnet d'ordre, comme à la bourse, avec des acheteurs, des vendeurs, et puis chacun présente son prix, et puis quand on est d'accord sur le prix, on tape dans la main et on fait la transaction. Voilà, c'est on va dire des ordinateurs qui se tapent dans la main, ça reste assez peu ça reste assez discret comme enthousiasme. Mais là, après, c'est pas exemple conséquence, notamment parce qu'il y a des frottements de droits d'enregistrement quand on est dans cette méthode-là, mais c'est une méthode qui a la particularité de ne pas mobiliser l'actif, c'est-à-dire de ne pas déstructurer. On protège le fonds, mais on procure de la liquidité à ceux qui en ont besoin. Je crois qu'il faut toujours avoir en tête que quand on a un placement, il faut pouvoir le réaliser. Et après, il peut y avoir des conditions de marché dans lesquelles on peut le réaliser, mais c'est notre devoir de société de gestion que d'offrir une liquidité. Alors, on peut pas promettre qu'elle soit au mois, le mois, parce qu'il y a des périodes qui sont plus compliquées, mais il faut organiser une liquidité on va dire décente pour ceux qui ont besoin de leur épargne. Ok, donc là on est en train de faire de la pédagogie, puisque on voit bien qu'il n'y a pas de mouvement aujourd'hui fort sur les sorties de parts. Là on est en train de voir comment on peut traiter les sortants. Il y a une question qu'on peut aussi avoir, c'est comment attirer de nouveaux investisseurs. Vous avez évoqué tout à l'heure la solution de baisse du prix de la part. Chez Perial, vous avez des solutions pour attirer les investisseurs ? Alors d'abord, nous avons attiré des investisseurs. Donc pour répondre à la question que tu ne m'as pas posée sur la collecte, nous avons réalisé 200 millions d'euros de collecte chez Perial donc au premier semestre. C'était une baisse significative par rapport à l'année dernière, mais qui nous permet de voir en tout cas que le marché a changé et que nous n'avons plus de pression d'investissement avec une collecte significative qui arrive.
Et donc, comme il n'y a pas de pression sur investissement, on va être plus sélectif. Et la décision que nous avons prise à compter du 1er juillet pour toutes les nouvelles souscriptions, c'est que nous avons réduit le délai de jouissance de 50%, de moitié. Il était de 6 mois, il passe maintenant à 3 mois pleins, ce qui va permettre aux nouveaux entrants, aux nouveaux associés, de profiter et de bénéficier de leurs dividendes le plus rapidement qu'auparavant. Ok, donc ça veut dire qu'auparavant, quand on achetait une SCPI qui est un produit de long terme, on se disait que si le rendement de la première année c'était 4%, comme il y avait un délai de jouissance de 6 mois, en fait on n'en touchait que 2. Là maintenant, on va en toucher 3. Exactement. Et en ce qui concerne le profil de notre collecte, ce qui fonctionne chez Perial, c'est que c'est notre SCPI diversifié. C'est-à-dire qu'on voit également que les épargnants ont plus confiance dans la société de gestion pour aller chercher les opportunités, qu'elles soient sectorielles ou géographiques. Et ça, c'est un changement par rapport aux SCPI thématiques d'auparavant. Ok. Pardon, aujourd'hui, en fait, on va peu parler des produits, mais on va beaucoup parler technique. Mais parce que la situation impose de bien connaître et de bien comprendre tous ces mécanismes. Je voudrais maintenant qu'on fasse un tour de table. Je me mets à votre place. Quand vous collectez, vous nous l'avez dit, en collecte nette positif, même si le deuxième trimestre a été plus compliqué que le premier, vous avez en fait 3 possibilités. Vous avez de l'argent, vous pouvez l'utiliser pour rembourser les gens qui veulent sortir. Donc ça, pour reprendre l'expression de Marc, ça permet de ne pas toucher à l'actif. Vous avez la possibilité de vous dire, tiens, j'ai des dettes parce que vous avez tous de l'effet de levier et donc je vais les rembourser. Puis vous avez une troisième possibilité, c'est d'investir. Comment vous gérez les uns et les autres ces différentes possibilités? Grégory Frappé. En regardant parmi les solutions que vous mettez sur la table, quelle est celle qui va être le plus favorable à la fois à la performance du fonds et à sa liquidité? Aujourd'hui, la collecte additionnelle, déjà moi je la raisonne en collecte nette, c'est-à-dire que la première chose c'est de servir les sortants. Donc la décision, elle se fait sur la collecte brute moins les rachats égale collecte nette. Et le solde, aujourd'hui, peut être assez pertinent de l'affecter au remboursement de RCF, c'est-à-dire de lignes de crédit revolving qui avaient été mises en place pour anticiper l'effet dilutif de la collecte sur l'investissement. C'est-à-dire, hier, on avait une pression pour investir. Aujourd'hui, donc, nous, on va, petit 1, rembourser les RCF et petit 2 également, sanctuariser une partie de la collecte nette pour financer les travaux sur le patrimoine parce qu'on ne va rien lâcher sur l'ISR, le SG et la performance. Et troisièmement seulement, on ferait des investissements. Donc c'est servir les rachats, rembourser les lignes de crédit et surtout investir dans notre patrimoine. Philippe Depoux. Alors clairement, j'écarte pour l'instant le sujet de la dette parce on est en fait assez peu endetté, mais je l'avais déjà dit, on est assez peu endetté à la française sur nos véhicules SCPI et on est surtout endetté sur des durées assez longues. On a finalement assez peu de lignes court terme, donc c'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est pas celui-là le sujet. Le sujet, il est à l'investissement. Alors, je reprends les propos de Grégory sur le patrimoine, c'est crucial. Il faut verdir le stock. Le flux, on gère en achetant propre et en vendant ce qu'on peut vendre qui est moins propre. Par contre, sur le stock, il y a un gros boulot. Et donc, on dépense de l'argent sur les immeubles. Et c'est de l'argent qui est plutôt, on va dire, un peu compliqué dans les chiffres à mettre, mais on le fait. Parce que c'est absolument nécessaire et indispensable. Et ensuite, on investit. Et cet investissement, on investit dans les nouveaux actifs relatifs. Je le disais tout à l'heure, on a pas mal collecté sur l'année, on a pas mal investi. Nous, on est sur une tendance qui sera de l'ordre du milliard d'euros d'investissement cette année sur de nouveaux actifs, en diversifiant géographiquement et en typologie de produits, évidemment plus vert que vert, mais surtout sur des rendements qui sont des rendements très relatifs par rapport aux rendements. C'est quoi? C'est 6 5, 6 Alors, je peux citer l'exemple d'un immeuble qu'on est en train d'acheter à Londres West End à 7%. Je peux citer un immeuble de bureau dans Paris Intramuros à plus de 5. Évidemment, toutes les caractéristiques qui vont bien. De la santé, le produit étant très demandé, les prix sur la santé restent relativement élevés et donc le taux de rendement relativement bas. Mais là, c'est une autre stratégie qui est petit à petit de constituer notre SCPI sur la santé. Donc voilà, plutôt de l'investissement
verts et de nouveaux actifs, et évidemment, jouer la carte du collecte brut, collecte net, et évidemment satisfaire les sortants. Éric Cosserin. Je crois qu'il y a deux sujets. Il y a effectivement la collecte et puis il y a la valorisation. En ce qui concerne la collecte, elle vient pour rembourser les sortants. Ils ne sont pas nombreux chez Perial. En tout cas, il n'y a pas de particuliers qui désirent vendre. On a juste quelques fonds de fonds qui désirent liquider leur position. Donc, on consacre une partie de cette collecte à ce remboursement-là. Également aux prêts à taux variable que nous avions mis en place justement par anticipation justement d'une collecte qui a été moins importante depuis le début d'année. Et puis après ça, nous sommes en attente pour les investissements. Là aussi, de regarder, nous sommes plutôt observateurs sur le marché, même si nous réalisons quelques acquisitions, de manière à voir un petit peu comment vont se dérouler les opportunités en Europe. Et puis après ça, il y a la partie valorisation. C'est-à-dire que nous avons, nous, des CAPEX, donc on a un budget gros travaux significatifs que nous actionnons de manière régulière chaque année pour à la fois donc rénover les immeubles et surtout les mettre aux nouvelles normes environnementales, que ce soit dans la décarbonation ou dans la réduction de la consommation d'énergie. Marc Bertrand, la stratégie chez Amundi. Ouais, beaucoup de choses ont été dites. Oui. Alors moi, je vais vous poser une question. Si vous considérez beaucoup de choses ont été dites, plutôt que de répéter, moi, je suis un épargnant ou un conseiller d'épargnant, et je dois me justifier auprès d'un épargnant. Qu'est-ce que je lui dis quand j'entends dire que mon épargne, qui est dans une SCPI et qui est là pour acheter de l'immobilier, on me dit qu'il y a des opérations à faire, qu'il y a des trucs intéressants parce qu'il y a une décompression des taux et qu'il y a des choses à faire, on me dit, bah ouais, mais on va utiliser ton pognon pour rembourser des crédits. C'est rentable ou pas, ça? Mais d'abord, il n'y a pas forcément de réponse à 100% dans un sens, dans l'autre, etc. Donc c'est rembourser des crédits par anticipation quand ils sont à 1%, c'est pas tout à fait rationnel. Voilà. Donc, par contre, rembourser un crédit quand le crédit passe de 1 et que son renouvellement est à 5 et des poussières, là, ça commence à être un peu plus rationnel. Parce que on peut acheter un immeuble à 5,40, mais compte tenu, effectivement, des droits d'enregistrement, etc., on peut avoir en plus des frais sur cet immeuble-là, alors que rembourser un crédit qui arrive à échéance et éviter de payer 5 net, bah c'est un emploi très rationnel de la ressource. Après, on va pas rembourser à 100% les crédits, on va pas stopper la totalité de l'investissement. Tout est à faire quand même de dosage là-dedans. J'ajouterais d'ailleurs, pour terminer, que quand on investit, c'est pareil quand on va investir dans les immeubles. Il y a des immeubles dans lesquels on va investir parce que, oui, il faut le verdir, mais c'est aussi parce qu'on a la conviction qu'il va y avoir une bonne élasticité du loyer aux travaux qu'on va réaliser. Et puis il y en a d'autres où on va se dire, bah, effectivement, cette élasticité, elle n'existe pas, donc on va plutôt le diriger vers la sortie. Voilà, donc c'est notre travail au quotidien que de faire ces arbitrages. Et c'est pas Jacques a dit, on fait tout d'un côté et tout de l'autre. Non, c'est justement une réalité de terrain, immeuble par immeuble. Ok. Je vous entends tous en train de dire on va faire des travaux. Dans les immeubles qu'on a, il faut faire vivre le patrimoine, etc. Là encore, pour le client final, c'est pas forcément audible. En se disant, mais tiens, Philippe nous disait il y a un instant, on a trouvé un immeuble à 7%. Comment j'explique à mon client final que plutôt que d'aller acheter des immeubles à 7%, on va mettre de l'argent dans des immeubles existants. C'est rentable ou pas? Bah je pense que c'est ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire que c'est au cas par cas. Il y a vraiment des cas, nous, je sais, quand on déroule des BP, où le retour sur investissement, financièrement, je veux dire, on met un coût de capex au mètre carré, ça prend tant de temps, éventuellement pendant ce temps-là, c'est pas loué, et à la sortie, il y a ou pas de l'amélioration locative, ou pas de l'amélioration du taux de sortie. Les taux de sortie, en ce moment, ça bouge pas mal, on peut mettre beaucoup de choses. Donc, on est dans un univers très changeant, mais ce qui est sûr, c'est que si on fait pas, on détruit de la valeur. On détruit de la valeur. C'est pas que ça reste là où c'est qu'on détruit de la valeur. On n'a pas le choix. Oui, je rajouterais même, c'est le soutien à la valorisation. Et donc, évidemment, on va acheter des immeubles à des taux nettement supérieurs au taux moyen des SCPI. Maintenant, on va en acheter moins parce qu'on collecte moins. En revanche, il faut surtout, et pour les associés de la SCPI, c'est consolider la croissance récente et protéger le patrimoine existant, puisque les associés investissent dans les SCPI sur le long terme. Et c'est donc
dans les actifs existants, de se dire qu'est-ce qui est arbitrable parce que de toute façon obsolète et sur lequel on ne trouvera pas de retour sur investissement, et qu'est-ce qui est à améliorer, surtout qu'on a quand même le sujet extrêmement dynamique et structurant dans l'immobilier et qui continue malgré la conjoncture, qui est le verdissement du patrimoine et la réduction des consommations d'énergie. Et ça reste encore d'actualité. On va avoir une pression de plus en plus importante à la fois des pouvoirs publics, de la réglementation, et donc on rentre dans le dur sur ce sujet-là, avec une période qui est moins favorable financièrement, mais sur lequel il va falloir se battre pour avoir un patrimoine sobre et vertueux. Moi, j'entends tout ce qui est dit sur la situation conjoncturelle de court terme. Sur Primopierre, on a fait le choix de la labellisation ISR du patrimoine immobilier. Et on pense aussi qu'on a une responsabilité de travailler nos actifs. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'alignement de la performance financière et extra-financière. Ça nous engage pour les générations futures. Mais de toute façon, si on ne fait pas ces travaux, pour répondre très concrètement à votre question, on détruit de la valeur aujourd'hui. Il n'y a pas un premium de valorisation aux actifs performants, il y a une perte de valeur pour les actifs qui ne le sont pas. Ok, donc il faut bien que tous les clients comprennent que l'immobilier, il faut investir dans les immeubles et que si on n'investit pas dans les immeubles, on détruit de la valeur. Justement, ça mène à sujet de l'expertise. Comment les experts évaluent les valeurs des immeubles et comment on prend en compte justement cette qualité entre guillemets un peu verte? Est-ce qu'aujourd'hui elle est prise en compte par les experts? Alors, c'est un vrai sujet, c'est un vrai débat, si je peux dire, du moment, puisque factuellement, l'Afrexim a pris position, l'Afrexim, donc l'association des experts immobiliers, a pris la position sur la fameuse valeur verte. Donc aujourd'hui, les experts sont en train d'intégrer dans leur méthode de calcul un bonus-malus pour le côté vert. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais c'est en train d'être rentré. Nous, on va être test sur une de nos SCPI qui est labellisée, donc ISR, donc a priori, elle sera plutôt bon élève, et donc on va regarder le sujet plutôt, j'espère, par le bonus. Mais oui, c'est complètement pris en compte. Alors, ça l'était de façon un petit peu à l'après-vert. Aujourd'hui, ça va devenir beaucoup plus, je veux dire, méthodique. Et donc, on va, ce que je crois que ce que vous disiez avec Grégory, c'est que là, pour le coup, il y a le bonus ou le malus. Et ça va vraiment venir se mettre en place. Je voudrais juste rajouter quelque chose sur le paysage global. On est dans une période inédite en immobilier où on a 3 vagues qui arrivent en même temps. De l'inflation et des taux élevés, le flex office et le télétravail qui questionnent l'occupation des immeubles et le verdissement des patrimoines. C'est un triple défi qui n'est pas forcément très facile à allier quand on fait nos bilans, quand on regarde finalement, c'est ce que tu disais, au cas par cas, il y a des immeubles, ça pourra le faire, il y a des immeubles, ça pourra pas le faire. C'est pour ça que les fonds value-add de transformation d'actifs ont toute je pense, leur place, parce qu'il y a un certain nombre d'actifs sur le marché qui retrouveront jamais d'utilisateurs en bureau, et il faudra absolument en faire quelque chose. À force de tourner autour du sujet, on va finir par y arriver. Alors, on va venir à un sujet qui va être la suite, qui va être l'atterrissage des valeurs. Je pense que l'atterrissage des valeurs immobilières, la baisse des valeurs, va permettre d'envisager un certain nombre d'optiques différentes sur les immeubles, et ça rejoint la valeur. Ok, la baisse des valeurs, on va essayer de comprendre. Je viens vers vous, Marc. Tout à l'heure, je vous ai posé la question en disant, est-ce que finalement le sujet de la pierre papier est plus un sujet immobilier que financier? Et vous m'avez répondu financier. Est-ce que dans ce cas-là, pardon, je vais faire un parallèle avec une obligation. Une obligation, la plus sensible à l'évolution des taux d'intérêt, c'est celle qui a le taux le plus faible. Parce qu'un point d'augmentation des taux d'intérêt va plus perturber un titre qui est à 0 qu'un titre qui est à 8 ou 9%. Est-ce que si je raisonne comme ça veut dire qu'en termes de valeur d'expertise, c'est les valeurs qui affichent les taux de rendement les plus faibles, autrement dit les actifs de meilleure qualité, qui vont le plus souffrir? Il y aura une logique, c'est pas tout à fait aussi simple comme ça, parce que les actifs les plus centraux, effectivement, la décompression brute du taux se voit plus, mais c'est aussi les actifs qui supportent mieux et dont l'indexation du loyer, l'inflation des loyers se répercute le mieux. Donc, oui, ils ont une augmentation du taux, mais oui, il y a un phénomène d'atténuation. Je pense au quartier central des affaires. La décompression du taux n'est pas du tout comparable à celle que l'on voit
sur les marchés financiers, c'est-à-dire que le taux ne sait pas. Il faut quand même remettre les choses à l'échelle. Les taux l'OAT, la décompression du taux, elle est de l'ordre de 250 à 300 points de base, alors qu'on est en train de parler d'à peine 100 points de base sur le taux du prime parisien. Donc il y a eu quand même un énorme amortissement. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a de l'inflation des loyers qui permet de faire bouger le numérateur en même temps que le dénominateur. Voilà, ça c'est le premier point. Donc le deuxième point, c'est il est vrai qu'aujourd'hui, dans les expertises, les actifs les plus centraux, qui avaient le taux le plus bas, ont une décompression du taux qui est globalement comparable aux actifs périphériques. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu encore, ce qui est un phénomène assez classique dans les marchés obligataires, d'abord une remontée, puis un écartement des spreads. Le écartement des spreads, et je rejoins parfaitement ce que vient de dire Philippe, sur un certain nombre d'immeubles, notamment de bureaux dans des localisations secondaires, vont faire une sortie de route locative. Et donc, l'écartement des spreads, là-dessus, il est devant nous. En clair, ils vont perdre de la valeur. Et ces immeubles-là, alors il n'y en a pas non plus pléthore dans les patrimoines, mais il y a des immeubles comme ça qui sont compliqués, et les experts ne savent pas aujourd'hui exactement quelle valeur mettre dessus. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que la perte de valeur n'existe pas, n'a pas commencé. OK. Quelle valeur mettre dessus ? Question sur les gros actifs. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que dans ce marché-là où la collecte diminue, où l'effet de levier est moindre pour les institutionnels, etc., il y a des sujets de liquidité sur les actifs. Et on se dit, l'endroit où c'est le plus difficile de faire des transactions, c'est les trucs qui valent très cher. C'est les gros trucs, c'est les gros morceaux. Le petit truc, à la rigueur, on arrive à trouver de la place. Quelle est votre réaction et comment les experts peuvent ou vont prendre ça en compte ? Et déjà, je pense qu'il faut repartir du raisonnement de Marc. Il y a un effet de base sur la décompression des taux qui s'applique davantage sur les produits les plus core. Et c'est un peu contre-intuitif parce que sur les produits plus core plus, moins qualitatifs, vous allez me dire l'effet de base est moins fort. Mais moi, je suis persuadé que le spread de taux est devant nous et que ces produits-là vont être très durement sanctionnés lorsqu'il y aura des sorties de route locatives. Si je reviens sur les fondamentaux de l'immobilier, c'est une bonne localisation, c'est l'efficience des actifs et c'est la pertinence de l'état locatif. Nous, on a des gros porteurs. Par exemple, le conseil régional à Saint-Ouen. Pied de métro, immeuble neuf, bail du conseil régional sur 12 ans, qui est à mon avis parti pour 24 ans. À court terme, si on me dit que le taux passe de 3,80 à 4,80, on pourrait considérer qu'on détruit de la valeur en capital et on verra comment les évaluateurs vont gérer ce sujet. Mais à titre personnel, je suis très heureux d'avoir cet actif plutôt qu'un actif avec un locataire que je connais pas à 6% et un bail long. Autre exemple, on a le siège de Nestlé qui s'appelle le Shift à Issy-les-Moulineaux. L'immeuble, il est neuf, il est remarquable et Nestlé a une qualité de signature très bonne. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'exonérer de l'appréciation qui résulte de l'augmentation des taux. Et moi, ce que je trouve rassurant pour nos porteurs, c'est des immeubles bien placés, neufs, bien loués et bien travaillés du point de vue de l'ISR, parce que l'engagement en matière de SCPI, c'est de servir des loyers et de parvenir à les indexer. La règle, Éric Costras, sur la valorisation des SCPI, sur l'évaluation, c'est quoi ? On disait que sur les SCI, c'était tous les trimestres. Sur les SCPI, c'est tous les ans ? Tous les ans. OK. Tous les ans. Il y a un sujet avec les experts, notamment sur la partie environnementale. Pendant très longtemps, ils n'ont pas tenu compte dans leur valorisation justement des efforts réalisés pour pouvoir valoriser cet immeuble, valoriser l'immeuble sur les travaux notamment nécessaires pour pouvoir réduire la consommation d'énergie. Le sujet qu'on va avoir avec eux cette année, c'est que est-ce qu'ils vont sanctionner la valeur brune, c'est-à-dire de se dire les immeubles qui ne sont pas aux normes, ou est-ce qu'ils vont au contraire valoriser la valeur verte ? Ça va être le sujet qu'on va avoir avec eux. Et bien évidemment, nous penchons beaucoup plus, notamment avec Periel qui est très engagé sur ces sujets-là, pour qu'ils puissent valoriser la valeur verte plutôt que d'être dans une politique de sanction. Vous êtes en train de nous dire que les valeurs d'expertise, c'est une fois par an, donc c'est fin d'année. Ça veut dire que rien ne va se passer d'ici la fin de l'année ? Donc j'imagine que c'est une question. Alors, pour être très précis, les expertises sont à rythme annuel dans les SCPI et on peut avoir une expertise intermédiaire
si, notamment sur rapport de la société de gestion et présentation de nouvelles expertises, notamment au conseil de surveillance. Donc c'est une procédure qui est faisable. Chez Amundi, nous avons choisi de faire réviser, de faire actualiser les expertises, donc de missionner les experts pour avoir une vue plus claire de la situation sur la base des expertises au 30 juin. On attend encore les résultats. Ok. On va conclure parce que ça fait 50 minutes qu'on débat, mais j'ai encore quelques petites questions. Sur le fond, je vais me tourner vers vous, et en fait, c'est une question facile pour vous. C'est une question facile pour vous parce que vous venez de l'univers du côté. Est-ce que finalement, en se financiarisant, on dit toujours la pierre c'est solide, ça ne peut pas baisser. Est-ce que finalement, en se l'immobilier n'est pas devenu plus volatile ? C'est la meilleure preuve, effectivement, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur les foncières cotées. Il y a une volatilité qui, à mon sens, est largement exagéré par rapport à la valeur intrinsèque des actifs. On parlait des valorisations, on a les mêmes problèmes, hein, les mêmes sujets locatifs, les mêmes sujets de travaux, les mêmes sujets de verdissement. Je pense qu'on a quand même affaire dans les foncières à des acteurs extrêmement responsables, à tous les bons sens du terme, et néanmoins ils sont sanctionnés, je pense, parce que taux d'endettement plutôt plus élevé que nous, donc on parle bien de financiarisation, hein, taux d'endettement beaucoup plus élevé que nous, probablement des sujets de valorisation qui ont été vraiment plus prégnants pour les foncières cotées que pour les SCPI qui s'inscrivent sur une longue durée. Et donc, oui, cette financiarisation, elle atteint probablement ses limites, mais elle a quand même un tout petit peu sophistiqué aussi le marché. Elle a aidé à raisonner un peu à long terme. Typiquement, quand vous prenez les méthodes d'expertise et que vous prenez les 3 fameuses méthodes d'expertise, le prix au mètre carré, la comparaison et les discounted cash flow, je pense que pas grand monde vous dirait aujourd'hui que le discounted cash flow est quelque chose d'hérétique. C'est absolument nécessaire. Dans un paysage troublé, la comparaison des prix au mètre carré commence à perdre son sens. Le taux de capitalisation à un instant donné d'un loyer donné, dans une mouvance de loyer, d'une mouvance de taux, ça atteint ses limites. Et donc le fameux discounted cash flow, qui est une projection à long terme et un recalcul par actualisation, me paraît nécessaire. Donc cette financiarisation, elle a amené des choses. Elle a amené le sens de la valeur des actifs et comment on les transparaît dans le temps. On parlait de la localisation, mais qui était le fameux location, mais il y a quand même un certain nombre d'autres éléments qui sont plus proches de la financiarisation qu'on a dû prendre en compte. On parlait avec Philippe à l'instant des foncières. On en est très loin quand on regarde le fonctionnement des SCPI. On reste sur un produit qui reste très atypique, Grégory. Alors, moi déjà, j'ai coutume de dire que l'immobilier, c'est un refuge, mais que c'est pas une île. Et donc, je prends pas le point de dire que l'immobilier ne peut pas baisser. Ça, je pense que c'est un nettoyage de la pensée qui doit s'opérer. Et en plus, si on a un peu de mémoire, ça a baissé. Voilà. Dans la mémoire de nos carrières, on a tous vu à un moment ou à un autre les prix baisser. C'est un actif réel qui procure un loyer indépendamment de sa valeur et qui peut être indexé et protégé de l'inflation. Après, sur les logiques de valorisation aujourd'hui, c'est finalement un spread de taux par rapport à de l'argent sans risque pour rémunérer des risques spécifiques qui sont la non-permanence de la rente et, le cas échéant, l'obsolescence de l'actif. Donc, il faut toujours avoir en tête qu'on va comparer cette prime de l'immobilier par rapport au prix de l'argent sans risque. Et puis, la dernière chose, c'est qu'il faut regarder sur longue période, parce que sur longue période, c'est souvent en revanche extrêmement performant. Éric Cosra, votre sentiment par rapport à ça, vous nous avez souvent dit que la SCPI était ultra compétitif par rapport aux autres placements. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que l'environnement est un peu plus compliqué ? Je crois que la SCPI reste et va rester justement en concurrence avec les autres placements. Maintenant, l'immobilier n'est pas un actif volatile, je pense qu'il faut le dire. Justement, et c'est pour ça que les épargnants viennent dans la SCPI. Néanmoins, il répond à des cycles. Il répond à des cycles immobiliers. Ce sont des cycles longs. Avec plus les cycles longs, plus on a une espèce de perte de mémoire et du coup les réajustements sont beaucoup plus longs. Donc c'est pas un actif volatile, c'est un actif qui est moins liquide
puisqu'il n'est pas volatile, mais qui correspond à un besoin des épargnants avec une projection long terme, parce que c'est un actif qui s'apprécie sur le long terme. Marc, je vais conclure avec vous avec une question provoque. Pourquoi ? Parce que moi, je suis conseiller, je distribue des produits, je conseille mes clients et je distribue des produits financiers. Et donc, j'ai mes contraintes économiques et j'ai des produits qui me rémunèrent sur le stock. Je pense notamment au SICAV, à l'assurance vie. Et j'ai des produits qui me rémunèrent à la vente. J'ai notamment les SCPI et j'ai notamment les produits structurés. Est-ce que cette situation, si je vous dis aujourd'hui entre SCPI et produits structurés, il n'y a pas beaucoup de match, et est-ce que cette situation devrait amener les producteurs que vous êtes globalement à réfléchir sur le modèle économique de la SCPI ? Le modèle économique, notamment de la rémunération à l'entrée, plutôt que sur le... Bon, je pense qu'il y a pas mal de vertus quand même à avoir une commission à l'entrée. D'abord, c'est apprécié par les distributeurs et c'est bien légitime. 2, c'est un produit dont la distribution est encore et dont la souscription reste encore dans une bonne partie manuelle. Donc l'acte de vente est relativement complexe. Voilà. Et par ailleurs, il faut se dire que c'est un produit, on a évoqué les sujets sous de multiples aspects, n'est pas liquide du jour au lendemain et n'a jamais dit qu'il le serait. Dans un OPCVM, la rémunération du prescripteur, elle est versée pour beaucoup, on va dire à tempérament, sur l'encours, parce qu'il y a intrinsèquement une mission de conseil pour maintenir l'encours qui peut être cédé à tout moment. En SCPI, l'effort, il porte surtout sur la vente, il porte beaucoup moins sur la fidélisation de l'encours, parce que la vente n'est pas automatique, ni la liquidité n'est pas automatique du jour au lendemain. C'est aussi ça l'équilibre des choses. Voilà. J'ajouterais qu'il y a une vertu sur la SCPI qu'avoir une commission à l'entrée, ça permet d'avoir des frais de gestion qui restent dans une norme acceptable, parce que le calcul mental de savoir de combien est-ce qu'il faut sur l'horizon de placement de commissions de gestion supplémentaires pour créer la même rémunération pour le prescripteur, on arrive à un taux de frais de gestion par rapport au loyer qui est proprement inacceptable. Voilà. Dernière vertu importante, c'est que la SCPI, on l'a dit à plusieurs reprises, ce n'est pas un produit d'arbitrage, et que le fait qu'il y ait des frais à l'entrée participe de cette fidélité, parce que avant d'arbitrer, on va se dire oui d'accord, mais est-ce que j'ai absorbé la totalité des frais ? Il y en a qui veulent rajouter quelque chose ? Non ? Eh bien parfait, 58 minutes que nous sommes ensemble. J'avais dit que j'avais fait ce clin d'œil sur l'heure de vérité, qui était donc cette émission qui devait être sur Antenne 2, je pense, animée par François-Henri Levirieux. Mais ça, je dis ça pour ceux qui ont connu et qui savent que les prix de l'immobilier peuvent baisser. Donc, pas ceux qui sont arrivés dans les 10 dernières années sur le marché. Mais en tout cas, c'est drôle. Parce que, vous voyez, l'échange qu'on a eu aujourd'hui m'a fait penser vraiment à cette émission où c'était un temps où les débats politiques étaient avec des sujets de fond, avec des explications. Pardon, on a parfois été un peu technique, mais en tout cas, on a essayé de dire le maximum de choses. En tout cas, une chose était certaine, c'est que ce n'était pas un match de punchline, comme malheureusement trop souvent le cas aujourd'hui dans les débats. Merci à vous tous d'avoir été avec nous sur cette émission. Bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée au mois de septembre. Ciao.